Bonjour à tous. Merci Julien et merci Nicolas de m'avoir invité. Alors pour la petite histoire, moi j'avais créé une société qui s'appelait Neomed Service et on avait créé à peu près à la même période parce que moi c'était février 2015 que j'avais créé cette société. Mais j'étais beaucoup moins. Donc on s'est toujours suivi, on s'est connus à ce moment-là, au moment de la création. On s'est toujours suivi, on a toujours échangé, on a toujours eu des partenariats ensemble. Bon, j'étais beaucoup moins courageux. Moi j'ai vendu ma société en 2021. Je sais pas. Voilà, mais pas assez cher pour être entier. Aujourd'hui, donc, ma société a été rachetée par MD100, donc je suis resté dans le groupe et j'ai continué de travailler pour eux. Donc, juste brièvement, avant de commencer ma présentation sur la PMS, MD101, donc nous, on est une société de conseil spécialisée dans les dispositifs médicaux. Donc, on intervient sur tout le cycle de vie des produits. Donc, contrairement à Use Concept, on n'est pas hyper spécialisé, mais on intervient vraiment sur tout le cycle de vie. Mais l'intérêt, c'est qu'on va chercher des experts pointus sur tous les sujets. Donc sur les aspects ergonomie, c'est vrai qu'on confie nos clients à Use Concept. Voilà, et après, alors, effectivement, le gros de notre activité, c'est les sujets réglementaires, cliniques, qualité réglementaire clinique, donc tout ce qui va amener au marquage CE, aux enregistrements FDA. Donc c'est un peu pour ça que je vais vous parler de PMS aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on intervient sur des aspects très amont, très stratégie d'accès au marché, stratégie de business model. Stratégie de business model, c'est des sujets de plus en plus, alors surtout dans le numérique, on fait beaucoup de numérique, c'est que c'est des sujets maintenant qui sont à force d'enjeux où c'est pas tout d'avoir une techno, mais à quel marché on va l'adresser, qui va être le payeur, etc. C'est des vrais sujets. Donc après, effectivement, les sujets qualité réglementaire, clinique, donc là, on va faire de l'accompagnement sur de la mise en place de SMQ, sur du montage de dossiers techniques, sur les parties affaires cliniques, principalement de la rédaction d'évaluation clinique en vue du marquage CE. Voilà, après les aspects. Alors, cybersécurité, c'est des sujets qui montent. Alors, nous, comme on fait beaucoup de digital aussi, c'est des aspects, des sujets qui montent beaucoup pour la FDA, où les exigences se sont fortement renforcées ces derniers temps. Le remboursement, alors ça, c'est plutôt des sujets. Nous, on intervient principalement sur les territoires français, anglais, allemand, et un peu américain. Bon, c'est des sujets en jeu importants. Et puis après, on fait de l'accompagnement aussi, ce qu'on appelle chez nous post-marquage CE, c'est-à-dire de l'accompagnement à l'export, alors que ce soit pour de l'enregistrement, pour du développement commercial et marketing, et du management opérationnel, surtout de réseau de distribution. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on a des ressources en interne pour accompagner sur certains de ces sujets, et on a un réseau d'experts et de partenaires, comme Use Concept, qu'on mandate aussi sur certains accompagnements. Donc notre fonctionnement, c'est vraiment d'être le guichet unique pour accompagner sur tout le cycle de vie des produits, quelles que soient vos problématiques sur le cycle de vie de votre produit. Voilà. Donc moi, à titre personnel, je suis responsable des opérations chez MD101, donc je pilote nos activités autour du réglementaire. Principalement du réglementaire, ça fait 20 ans que je fais du dispositif médical. J'ai fait un peu plus de 10 ans dans l'industrie où j'ai fait pas mal de R&D, de règles et de marquage chez eux, plutôt dans l'implantable historiquement moi, et puis 10 ans dans le conseil. Voilà. Donc pour bien démarrer, ils se sont dit une bonne journée autour du DM sur laquelle on parle pas de réglementaire, c'est pas une bonne journée autour du DM. Donc je vais remettre une louche. Voilà. Donc là, voilà, on a fait le choix un peu Aujourd'hui, je pense que le nouveau règlement commence à être relativement bien digéré par tout le monde. Donc effectivement, un des gros sujets de ce nouveau règlement aussi, c'est la surveillance après commercialisation. Et du coup, bon voilà, on a décidé de faire une petite focalisation là-dessus. Alors 20 minutes, c'est très court pour parler de surveillance après commercialisation. Nous, on a une formation qu'on fait là-dessus, qui est sur une journée. Mais bon, l'idée, c'est de vous donner quelques clés de lecture et puis voilà, de reprendre un peu les principales exigences. Donc, petit rappel, directive, directive sur les dispositifs médicaux, donc qui avait été publiée en 93, qui a été remplacée en 2021 par le règlement 2017-745. Alors, cette slide, c'est surtout pour illustrer le fait qu'effectivement, on est passé d'un document de 60 pages à un document de 175 pages, de 23 articles à 123 articles. Donc, autant dire que forcément, ça implique que les exigences se sont fortement renforcées. Et dans ces exigences qui sont très fortement renforcées, effectivement, la surveillance après commercialisation est hyper centrale dans l'approche du nouveau règlement. Petit rappel aussi, un directive traduit dans le Code de la santé publique de chaque État membre, règlement applicable en l'État. Donc, ce qui a aussi beaucoup d'importance. Donc, pourquoi ce changement de réglementation? Pour plusieurs raisons. Alors d'abord, couvrir les évolutions technologiques. Effectivement, la directive écrite en 93, alors il n'y avait pas de logiciel, typiquement. Tu as très peu de logiciels dispositifs médicaux, les nanotechnologies, voilà, toutes ces évolutions technologiques. On avait besoin d'un nouveau cadre réglementaire qui permette de mieux couvrir toutes ces nouvelles exigences. Ensuite, je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Le besoin d'encadrer les investigations cliniques dans l'Union européenne de manière homogène. Effectivement, chaque État membre avait sa réglementation sur les essais cliniques. Donc l'idée, on voulait homogénéiser ça. Besoin d'harmoniser la réglementaire dans tout l'UE
directive, c'était retranscrit dans le code de la santé publique de chaque État membre, le règlement applicable en l'État. Donc, ce qui se cache derrière, effectivement, c'est d'avoir plus d'uniformité dans les pratiques dans toute l'Union européenne. Il y avait beaucoup de débats sur est-ce qu'un marquage CE obtenu en France a la même valeur qu'un marquage CE obtenu dans un pays de l'Est, etc. Donc, l'idée aussi, c'était un petit peu de couvrir ça. Le manque d'implication de certains opérateurs économiques, et là, on commence à y venir. C'est vrai que la directive vraiment donnait des obligations aux fabricants, mais c'était à peu près tout. Aujourd'hui, le nouveau règlement donne quand même des obligations en matière de surveillance en particulier, aussi aux autres opérateurs économiques. Donc j'entends les distributeurs, les importateurs, principalement, un peu les utilisateurs aussi, mais l'idée, c'est vraiment de mieux impliquer tous les opérateurs économiques dans la surveillance. Et bien sûr, besoin de plus de transparence, de surveillance et de sécurité. Il y a eu quelques scandales dans les dispositifs médicaux, PIP en premier lieu. Alors, je suis bien placé pour le savoir, parce que moi, j'ai travaillé dans l'implant mammaire. Donc à ce moment-là, donc effectivement, tous ces problèmes de manque de transparence, c'était vraiment l'objectif premier du règlement, et ça passe par une surveillance accrue des produits et du marché. Donc, juste pour illustrer, mais le terme surveillance après commercialisation, il est cité 60 fois dans le nouveau règlement. Voilà, donc c'est quand même un terme qui revient beaucoup, donc il y a quand même beaucoup d'importance. Donc, petit rappel aussi sur un petit peu l'écosystème qu'on va retrouver autour du marquage CE et de la surveillance, justement. Donc, le fabricant, celui qui est responsable de la mise sur marché du produit et de sa surveillance. L'autorité compétente, donc chaque État membre a son autorité compétente, mais en France, c'est la NSM, donc qui est responsable de surveiller le marché. L'organisme notifié, qui délivre le marquage CE et qui va aussi effectivement regarder certains documents liés à la surveillance, mais on en reparlera, et puis qui, lors de ses audits, va aussi regarder la surveillance. Et puis la Commission européenne, via le MDCG, qui eux réglementent et mettent des spécifications communes et des guides, dont certains sur la surveillance. Donc, l'obligation, d'où elle nous vient de faire donc cette obligation de surveillance après commercialisation, d'où elle nous vient, elle est précisée dans l'article 10, qui est l'article sur les obligations du fabricant, du règlement, dans le paragraphe 9, donc qui demande que les fabricants mettent en place des systèmes de management de la qualité, qui nous précise que le système de gestion de la qualité porte sur au moins les aspects suivants, et au petit i, on a la mise en place et le maintien d'un système de surveillance après commercialisation. Donc c'est clairement une exigence obligatoire pour les fabricants de dispositifs médicaux. Et le paragraphe 10 du même article qui nous dit que les fabricants d'EDM appliquent et mettent à jour un système de surveillance après commercialisation conformément à l'article 83. Donc voilà, là on a deux obligations de fabricants sur la mise en place d'un système de surveillance après commercialisation. Donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la surveillance après commercialisation? Il y a une définition dans le règlement qui nous dit que c'est les activités, alors des termes importants, c'est vraiment activités réalisées par les fabricants. C'est une procédure systématique de collecte proactive des données. Donc, ce terme proactif est très, très important. Les organismes notifiés sont plutôt, il me semble qu'il y en a dans la salle en plus aujourd'hui, sont plutôt très, très attachés à. Et c'est vraiment l'esprit de la réglementation, c'est vraiment d'être proactif dans la recherche et la collecte des données. Voilà. Et l'idée, c'est de surveiller son produit pour pouvoir mettre en place éventuellement des mesures préventives et correctives. Donc, on peut quand même faire le lien avec l'ISO 13485, donc la norme sur les systèmes de management de la qualité pour les fabricants de dispositifs médicaux, qui, elle, parle de surveillance après mise sur le marché. Donc, la définition est un peu plus légère, mais c'est un peu, ça se cache un peu c'est un peu le même état d'esprit qui se cache derrière, mais effectivement, la définition du règlement est bien plus complète et bien plus précise. Alors, qu'est-ce que nous dit donc ce fameux article 83, qui est l'article dédié au système de surveillance après commercialisation que doit mettre en place le fabricant? Il nous dit que vous devez collecter, enregistrer et analyser des données. Ces données, des données qui doivent être sur la qualité du produit, la performance du produit, la sécurité du produit, et vous devez faire ça sur toute sa durée de vie. Donc, de sa conception jusqu'à sa destruction. Voilà. Donc après, il y a d'autres exigences qui nous sont données par le règlement. Donc, l'article 80, vraiment celui que je viens de vous décrire sur les systèmes de surveillance après commercialisation qui doivent être mis en place par les fabricants. L'article 84 qui vous demande de définir, de planifier. En fait, ce que dit exactement l'article 84, c'est que vous devez planifier votre surveillance après commercialisation. Donc, ce qui induit la définition d'un plan de surveillance après commercialisation. Donc, on va parler de plan de SAC. L'article 85 qui vous demande de consigner ce que vous aurez collecté, analysé, et les conclusions que vous en tirez dans un rapport de surveillance après commercialisation. L'article 86 qui, lui, nous parle du PSUR, le fameux PSUR, donc un rapport périodique actualisé de sécurité, qui est finalement un rapport de SAC un peu spécifique pour certaines classes de produits, mais je reviendrai dessus après, et c'est un document qui va être communiqué à votre organisme notifié.
et qui va être publié dans Edamed quand le module de Damed prévu pour les pures sera disponible. L'article 87 sur la vigilance. Alors, je ne vais pas parler de la vigilance plus que ça après, mais la vigilance fait partie de la surveillance. C'est un morceau de la surveillance, la vigilance. Donc, l'article 87 qui est dédié à la vigilance. L'article 88 sur les rapports de tendance. Donc, ça, je vous en parlerai un peu. Et puis, c'est assez nouveau, les rapports de tendance dans l'approche dans les dispositifs médicaux. C'est des choses qu'on faisait pas ou peu avant. Donc maintenant, il y a une exigence sur vraiment le fait de faire des rapports de tendance. Et puis l'annexe 3, qui est l'annexe sur la documentation technique relative au plan SAC. Donc cette annexe va vous préciser un peu ce qui va être attendu dans votre plan et dans votre rapport de surveillance. Donc l'analyse des tendances, donc effectivement, c'est une nouveauté. Ce que demande la réglementation, c'est que vous puissiez, alors via des représentations graphiques, tant qu'à faire, détecter des fréquences, alors détecter des phénomènes qui pourraient se produire, donc des incidents qui pourraient arriver, par exemple, avec une fréquence d'apparition périodique, quelque chose qui arriverait tous les 3 mois. Vous avez un incident qui arrive, donc du coup, ça permet d'identifier, tiens, c'est périodique, donc il faut qu'on recherche la cause de ça. Ça peut être des tendances de croissance. Donc là, c'est que vous avez quelque chose, un process qui se dégrade ou quelque chose qui se dégrade dans l'utilisation du produit ou dans sa fabrication. Ça dépend où est détectée la problématique. Donc, ça peut être une croissance, ça peut être des accélérations aussi d'un phénomène qui se produisent à une fréquence qui augmente très rapidement. Une saisonnalité, donc quelque chose qui interviendrait tous les ans au mois d'août. Alors là, ça pourrait se permettre de se poser des questions par rapport à des phénomènes climatiques ou des périodicités. Tiens, ces phénomènes-là, on a des problèmes en production. Alors moi, j'avais connu ça dans une vie antérieure. On a des problèmes en production qui arrivent toujours quand les gens sont en vacances et qu'on fait travailler des intérimaires. Des choses comme ça. Donc vraiment, voilà. Donc ces analyses de tendance, c'est devenu important. Ça permet de détecter ces phénomènes-là. Et c'est vrai que le nouveau règlement et les organismes notifiés ont tendance à pas mal appuyer là-dessus. Voilà. Alors l'inconvénient de ça, c'est qu'effectivement, il faut beaucoup de données pour que ça soit statistiquement et viable en termes d'analyse. Donc, ce n'est pas toujours évident à faire, surtout quand on démarre un nouveau produit, une nouvelle activité. Les premières périodes de surveillance, on n'a pas forcément suffisamment de données pour pouvoir faire ça de manière efficace. Voilà. Alors, la surveillance va interagir avec d'autres processus déjà en place dans les entreprises, dans vos entreprises. Donc, effectivement, tout ce qui va être problématique autour du système de management de la qualité, hein. Donc, effectivement, les CAPA, donc tout ce qui est action préventive et corrective, va être directement impacté par la surveillance. Toutes les exigences en matière de surveillance, parce que malgré que le règlement ait ajouté des nouvelles exigences, on en faisait quand même avant de la surveillance, principalement de la vigilance, donc forcément, ça va être lié à ça. La communication, vous verrez qu'en fait, il y a des choses qui doivent être communiquées. Alors, ça peut être de la communication interne, de la communication du PSUR aux organismes notifiés, de la communication en termes de vigilance auprès de vos clients. Donc, voilà, il peut y avoir, ça va impacter aussi vos processus de communication. Et puis, ça va impacter aussi l'évaluation clinique. Forcément, les données de surveillance une des choses qui vont permettre les données de surveillance, c'est de mettre à jour votre évaluation clinique. C'est un de ses rôles, donc ça va impacter votre processus d'évaluation clinique. En plus, la gestion des risques, qui est directement liée à la surveillance, effectivement, parce qu'un des buts de la surveillance, c'est de vérifier qu'on ne voit pas apparaître de nouveaux risques, de risques qu'on n'avait pas anticipés, qu'on n'avait pas envisagés. Voilà, de pouvoir voir si les mesures correctives que vous avez mis ou les mesures préventives que vous avez mis en place dans votre analyse des risques sont efficaces. Donc la surveillance permet aussi de vérifier l'efficacité de vos mesures de maîtrise. Voilà, et puis de réévaluer le bénéfice-risque. D'ailleurs, c'est même ça, j'aurais dû même l'écrire en énorme, c'est vraiment le principal, la finalité de la surveillance, c'est vraiment de surveiller, de réévaluer le bénéfice-risque. Voilà. Et vous aurez forcément un lien avec l'aptitude à l'utilisation, parce que dans les objectifs de la surveillance, il y a aussi surveiller les conditions d'utilisation. Donc ça va être en lien aussi avec ça, hein, c'est-à-dire détecter de nouveaux risques liés à l'utilisation ou qu'on n'avait pas envisagé, etc. Voilà. Alors, quelques textes intéressants. Alors, je ne vous ai pas cité tous les MDCG. Alors, il y a une norme, tu as un guide. ISOTR, c'est un guide donc, sur la surveillance après commercialisation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un guide qui est plutôt suivi et utile. Ensuite, vous avez un MDCG, le 2023-3, qui est assez intéressant, qui est une foire aux questions sur la vigilance, qui est assez riche. Et puis après, vous avez le 2022-21, donc qui est lui un guide spécifique pour le PSUR. Donc, il vous donne globalement ce qui est attendu dans un PSUR,
qui vous donne le plan, hein. Globalement, ça vous donne le plan du PSUR. Voilà. Après, il y a quelques guides spécifiques sur la vigilance pour certaines catégories de produits. Il y en a 5 ou 6 guides un peu spécifiques sur la vigilance pour les produits dans le cardio, pour les produits, pour les implants mammaires, il y a un guide spécifique sur la vigilance. Voilà. Des produits un peu à risque, où il y a un guide spécifique sur la vigilance sur ces produits-là. Voilà. Donc, les objectifs du SAC, hein, de la SAC, pardon, c'est de surveiller les caractéristiques à long terme de votre produit, de surveiller la maîtrise des risques, de garantir une utilisation correcte du DM, de maîtriser les non-conformités, de surveiller l'état de l'art, de répertorier les possibilités d'amélioration de la facilité d'utilisation, les performances et la sécurité. Moi, je pense qu'il y a des termes qui vont parler à mes amis ergonomes. Voilà. Donc tout ça pour avoir un rapport actualisé, pour actualiser le rapport bénéfice-risque, hein, et mettre à jour votre documentation technique en fonction de ce que vous aurez pu collecter comme données. Et de déclencher des mesures correctives et préventives si besoin. Donc en gros, votre processus de suivi, de surveillance après commercialisation va être utilisé comme ça, hein. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans votre procédure, hein. Votre procédure de surveillance après commercialisation doit suivre ça. Donc définir les objectifs. Donc c'est vraiment définir les données, quelles données je veux collecter, pour faire quoi. Voilà. Donc planifier, donc établir un plan de surveillance après commercialisation. Collecter les données, donc de manière proactive, hein. Donc j'insiste là-dessus, c'est important. Analyser ces données. Si nécessaire, déclencher des actions, principalement. Alors, ça peut être de la vigilance. Ça, vous pouvez, en collectant des données, détecter des nouveaux risques qui vous obligent à faire une fiche une communication de sécurité, un rappel de l'eau, voilà, ou mettre en place juste des actions préventives et correctives pour réduire des risques. Voilà, ça peut aller jusqu'à les données que vous avez collectées, et ça arrive plus souvent qu'on croit, vous amener jusqu'à une modification de conception du produit ou une amélioration. C'est vraiment ça le but de la surveillance, il faut l'avoir comme ça. Le but, c'est vraiment de détecter ou d'anticiper des problématiques et de pouvoir les corriger au plus vite. Donc souvent, l'intérêt de la surveillance, c'est aussi d'aller modifier les produits ou les améliorer. Voilà. Après, vous allez rédiger un rapport, ou un rapport de SAC et un PSUR, en fonction des cas. Et puis, vous allez communiquer ce rapport. Alors, la communication peut être variée, hein, ça peut être en interne. Donc, souvent, c'est bien de le faire en interne, d'ailleurs. Après, ça va être auprès de votre organisme notifié, si vous avez un dispositif de classe 2A ou supérieur. Puis, ça peut être aussi auprès de clients, de tiers, en fonction de vos choix. Voilà. Mais à minima, au moins l'ON. Voilà. Alors, pour tout ce qui va être donc le point de départ, hein, c'est de planifier. Donc, quelques points clés sur les planifier. Donc, ce qui est important et ce qui n'est pas toujours évident, c'est de définir des indicateurs et des seuils associés à vos objectifs. Ça, c'est pas tout de définir les données que vous allez collecter, mais l'idée, c'est de se dire à partir de quand je juge qu'il y a un risque, je juge que c'est dangereux, que voilà. Et c'est souvent un peu c'est un peu délicat à faire, surtout quand on démarre sur un nouveau produit et sur une nouvelle techno où on a très peu de recul. C'est très difficile de définir des seuils. Des fois, on le fait un peu au doigt mouillé. C'est pas toujours évident de les justifier. Donc c'est un peu voilà. Après, au fil des années, après. Rien n'est gravé dans le marbre, vous avez le droit de fixer des seuils quand vous démarrez une activité, et puis vous avez le droit de les faire évoluer en fonction de ce que vous constatez, etc. Donc bien définir les données que vous ciblez, hein, la nature, l'échantillonnage, la fréquence. Voilà, classique quand on fait de la collecte de données. Les méthodes de collecte et de réception. Donc c'est pareil, des fois, alors moi ça on l'a croisé, nous, alors plutôt sur des gros groupes, hein, qu'on accompagne sur la PMS, où des fois c'est pas si facile que ça d'avoir accès aux données. Où on se dit, ah, on va collecter tel type de données, et finalement on se rend compte qu'en pratique, on ne sait pas où les récupérer, dans quelle base, comment, sous quelle forme, à qui on va demander, etc. Donc anticiper toutes ces problématiques-là. Ça évite de mettre à jour des plans un peu en la catastrophe en disant bah ouais, mais ce qu'on avait prévu, on n'arrive pas à le faire, donc faut qu'on revoie notre copie. Voilà. Les critères de préanalyse des données brutes. Bon. Et sensibiliser les personnes qui recevront les informations des utilisateurs. Donc ouais, bon, ça, faut faire attention un peu à la donnée brute et pas tirer de conclusions hâtives tant que l'analyse n'a pas été faite. Voilà. Bien définir les méthodes d'analyse des données. Donc c'est important aussi, hein, c'est une fois que j'ai des données, c'est qu'est-ce que je vais en faire. Les responsabilités, les ressources nécessaires, bon, c'est le fameux qui fait quoi. Les informations attendues dans les résumés et les besoins en communication des résultats. Bon, ça j'en ai déjà parlé, hein, en interne, vers d'autres organismes, etc. Qu'est-ce qu'on va communiquer comme information à qui? C'est important de le définir assez tôt aussi. Donc, il y a une notion aussi
à prendre en compte dans la surveillance, c'est on peut être amené à parler de SCAC, donc de suivi clinique après commercialisation. Donc le suivi clinique après commercialisation, c'est une sous-partie de la surveillance après commercialisation. Donc on peut être amené à collecter plein de données sur le de production, les réclamations clients, la veille réglementaire, ça fait partie aussi de la surveillance, les ventes, etc. Tout un tas de données sur les produits en production, post-production ou production. Et on va connecter des données qui vont être plus cliniques, du coup, tout ce qui va être vigilance, la littérature. Si vous faites des investigations cliniques, c'est ce qu'on appelle des investigations SCAC ou PMCF. PMCF, c'est la même chose, c'est l'acronyme anglais. Si vous avez des études, vous allez collecter des données cliniques. Donc, toutes ces données-là cliniques font aussi partie de la surveillance. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le SCAC, mais le SCAC fait partie du SAC. Voilà. C'est des acronymes un peu barbares, mais... Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un plan? Donc ça nous est dicté par l'annexe du règlement. Donc, votre plan de surveillance doit contenir ces parties-là. Donc, il y aura une partie un peu généralité. Souvent, tous ces documents liés à la surveillance, que ce soit les plans ou les rapports, c'est un peu comme les évaluations cliniques, c'est ce qu'on appelle des documents autoportés. Donc, il faut que la personne qui va des informations sur le FARET dans votre plan, déterminer les indicateurs et les seuils, qui sont très importants. Donc, ça, vous devez déterminer dès la rédaction de votre plan, les méthodes d'évaluation des données, et puis les méthodes d'analyse des tendances dont on a parlé tout à l'heure. Donc, voilà, tout ça, vous devez le faire figer dans votre plan. Qui finalement, ça va être après votre guide à suivre un peu sur votre... Voilà. Donc, vous aurez une procédure plutôt comme une liste assez complète des types de données qu'on peut être amené à collecter dans une surveillance. Donc, chaque fois, je vous ai indiqué si c'était, du coup, ça concernait la SAC pure ou aussi le SCAC. Donc, bon, tout ce qui va être littérature, état de l'art, bon, souvent un gros sujet parce que bon, souvent, ça prend du temps de faire ça. Voilà. Bon, les informations sur les produits similaires, c'est vrai que les similaires, regardez ce qui passe sur les similaires, c'est très important dans la surveillance. Pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de détecter. Alors, c'est toujours bien de savoir ce que font les autres. Et puis, ça permet quand même d'anticiper si un produit similaire rencontre une défaillance de sécurité ou une nouvelle complication, ou ce genre de choses. C'est toujours bien de s'intéresser assez tôt en amont pour pouvoir anticiper est-ce que ça peut arriver à mon produit. Donc, c'est là où les similaires, c'est vraiment très important. Tout ça, quand on fait de l'évaluation clinique, les similaires, c'est aussi très important. Donc, toutes les données issues d'une investigation clinique que vous seriez amené à conduire sur votre produit. La vigilance, tous les problèmes de matériaux-vigilance que vous rencontrez, ça fait partie de la surveillance. Bon, les fiches de sécurité en cas d'incident sur votre produit, mais aussi sur les autres produits. Les retours d'information des utilisateurs, surtout quand ce n'est pas des patients, et des distributeurs. Voilà, donc globalement, vos clients vont vous retourner des informations sur le produit. Et ce genre, c'est des données qui sont assez importantes. Et puis, dans ces retours d'informations, pour faire du proactif là-dessus, on va mettre dedans tout ce qui va être enquête de satisfaction client, par exemple. C'est une façon proactive d'aller chercher des données sur les utilisateurs. Les rapports de tendance, les données de fabrication, donc là, on va être vraiment sur les données de production. Tout ce qui va être quantité produite, rebut, défaillance de production, voilà. Les données qualité sur les produits retournés. Les données de maintenance, quand vous avez des produits qui ont de la maintenance. Toutes les données issues de la maintenance, c'est des choses qui peuvent se collecter et être intéressantes. Formation des utilisateurs, ça c'est surtout quand on est sur des produits qui demandent où tous les utilisateurs soient formés. Tout ce qui va être aussi, ça peut être une source de retour d'information intéressante. Bon, les données de conception, les ventes. Les ventes, c'est surtout que ça permet de faire des statistiques. Voilà. Et tout ce qui est veille réglementaire et normative, qu'on oublie des fois de le mettre dans la surveillance, mais ça fait partie de la surveillance, des évolutions réglementaires et normatives. Voilà. Donc voilà, donc ça, une liste pas exhaustive, mais quand même assez complète des types de données qu'on peut être amené à récolter. Donc ça, c'est un exemple de présent de... Alors nous, quand on construit nos plans, on fait apparaître pour chaque donnée, en fait, type de données collectées, on fait un petit tableau dans lequel on précise la méthode de collecte, la fréquence de collecte, les enregistrements pour collecter les données, qui est responsable de la collecte et de la compilation des données, la fréquence de compilation, la méthode de compilation, la présentation des données, est-ce qu'on va les présenter sur des graphiques, de tableurs, etc. Donc voilà, sur quel formulaire ou comment on les présente, et les objectifs, le responsable de l'analyse, les méthodes d'analyse et d'utilisation des données. Donc voilà, ça c'est une forme parmi d'autres, mais de façon dont on peut présenter dans le plan pour chaque type de données et être sûr de rien oublier sur le qui, quoi, quand. Donc le rapport donc collecter des données, les
et la finalité, ça va être un rapport hein, pour compiler tout ça. Donc voilà, alors les grandes parties, les grandes parties que vous allez retrouver dans ce rapport, effectivement, les grandes informations à faire apparaître dans ce rapport, ça va être les volumes de vente, taille et caractéristiques de la population utilisant le VM, fréquence d'utilisation. Alors, en fait, avoir ces données-là, c'est que ça permet après de faire des statistiques sur les données qu'on a récoltées. C'est qu'il faut bien partir d'un comparateur. Donc, alors ça peut être en fonction des cas, le nombre d'utilisation du produit, le nombre de produits vendus, la fréquence d'utilisation. Après, il faut l'adapter au produit sur un logiciel. On va pas on va pas avoir la même façon de calculer les fréquences que sur un produit à usage unique. Voilà. Les principales constatations du SCAC, du SAC, pardon. La synthèse des résultats et des conclusions de l'analyse, conclusions à utiliser dans la détermination du rapport bénéfice-risque, et puis tout ce qui est justification et description des mesures préventives ou correctives. Voilà. Bon, globalement, le SAC résume ce que vous avez, les analyses que vous avez faites et les conclusions que vous en avez tirées. Voilà. Donc, un petit mot pour terminer sur le SCAC, donc le suivi clinique après commercialisation, donc qui pourrait être en soi une présentation à part entière, mais donc le SCAC, c'est la partie suivi clinique après commercialisation. Donc, lui, son objectif, ça va être un sous-objectif dans la surveillance, mais c'est vraiment de confirmer la sécurité et la performance clinique du dispositif pendant toute sa durée de vie, surveiller les effets secondaires et les contre-indications, et donc vont détecter éventuellement de nouvelles. Voilà. Identifier les risques émergents, identifier les mauvaises utilisations, voilà, et puis tout ce qui va être le off-label. L'objectif, quand même, c'est souvent on a tendance à faire l'autruche sur le off-label, mais l'idée, c'est quand même, si votre produit est utilisé pour des indications que vous n'avez pas prévues, c'est quand même intéressant de le savoir, parce que ça peut être une piste, d'ailleurs, d'extension d'indication, intéressant pour votre produit, des nouveaux marchés, etc. Et c'est mieux de le savoir et de le maîtriser que faire semblant de l'ignorer et que ça conduise à des soucis, à des problèmes. Identifier et surveiller les utilisations hors destination, c'est ce que je viens de dire, et confirmer le rapport bénéfice-risque du produit. Puis souvent, quand on lance un nouveau produit, souvent sur un marquage CE initial, principalement, des fois, on défend le marquage CE avec une évaluation clinique où il y a quand même quelques questions sans réponse. Et l'intérêt aussi de faire du SCAC, c'est de combler un peu les trous dans la raquette. Voilà. Et donc là, très important aussi de toujours tenir compte des similaires, surtout sur la littérature, mais c'est très intéressant d'aller collecter des données sur les similaires. Donc, qu'est-ce qui va en ressortir de tout ça? Vous allez avoir, donc du coup, vous allez devoir générer un plan de SAC. Pour les classes 1, on va faire seulement un rapport de SAC. Et à partir de la classe 2A, on va faire un rapport périodique actualisé de sécurité, donc un PSUR. Alors, là, il y a tous les cas de figure. On peut faire seulement un PSUR. Il y a des gens qui font un rapport de SAC et un PSUR. Ils ont un rapport de SAC qui va être beaucoup plus complet, avec une fréquence qui va être plus importante, parce qu'ils jugent qu'ils veulent faire un rapport de SAC tous les ans, assez complet, et tous les 2 ans, par exemple pour un 2A, ils vont faire un PSUR. Voilà. Ça, c'est vraiment au choix, ça va définir dans votre procédure. Ça se justifie, pas juste parce qu'on a envie. Voilà. Mais il y a des fois, ça va être intéressant d'avoir quand même un rapport de SAC annuel et un PSUR qui va se faire tous les 2 ans, par exemple sur un classe 2. Parce qu'on collecte beaucoup de données, et faire l'analyse que tous les 2 ans, voilà, pour prendre des mesures correctives, ça peut être. Voilà. Il y a même des gens qui font des analyses de leurs données de surveillance tous les 6 mois. Et après, font des rapports de SAC intermédiaires et font un PSUR que tous les 2 ans. Tout imaginer en fonction de vos besoins, de votre produit, de la fréquence de vente, des volumes, etc. Tout type d'incident que vous pouvez avoir, il y a plein de choses qui peuvent en prendre. Donc, à noter, ouais, donc les classes 1, la fréquence du rapport de SAC, c'est à définir et justifier par le fabricant. Rien n'est imposé. Voilà, mais il faut que ça se justifie. Si vous dites que je le ferai tous les 10 ans, peut-être les autorités pourraient avoir du mal à le comprendre, et que vous allez faire un rapport de SAC qui sera mis à disposition des autorités sur demande. Voilà. Alors voilà, si une autorité compétente vient vous contrôler, ils pourront vous le demander. Et à partir des classes 2A, 2B et 3, le PSUR, lui, doit être émis tous les 2 ans pour les classes 2A, au moins tous les 2 ans, donc ça peut être une fréquence plus élevée, ou tous les ans pour les classes 2B et les classes 3. Et là, ce PSUR sera communiqué à l'organisme notifié, donc via EUDAMED par la suite. Ce sera un document que vous devrez transmettre dans EUDAMED, ou l'ON transmettra dans EUDAMED, si je dis pas de bêtises. Mais pour l'instant, ce module d'EUDAMED, à ma connaissance, il n'est pas encore disponible. Voilà. Et alors, vous pouvez être amené, alors c'est pareil, on peut faire un plan de SCAC et un rapport de SCAC séparés. À partir d'une classe de A, en général, ça se justifie assez bien d'avoir un plan de SCAC, un rapport de SCAC, et à partir de ce rapport de SCAC, on met à jour l'évaluation clinique et on intègre les conclusions dans le rapport de SAC au-dessus.
Après, sur des classes 1, typiquement, ça ne suffit pas forcément d'avoir un rapport de SCAC, un plan de SCAC et un rapport de SCAC séparés. Donc, à ce moment-là, on l'intègre directement dans le plan de SCAC. Si la partie clinique est un peu plus légère, qu'il y a moins de données collectées là-dessus, on ne s'embête pas à faire un plan séparé. Mais en général, à partir d'un classe 2, on fait comme ça. Voilà. Si vous avez des questions. Ouais, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la présentation. Et j'ai une question relative à la cybersécurité et à la collecte des données en lien avec les événements de cybersécurité. Est-ce qu'il y a des exigences qui fréquentent les données pour aller collecter des informations auprès des services initiales connectés? Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir besoin de récupérer, par exemple, des tentatives d'identification limitée, qui vont, du fait, éventuellement, être qualifiées comme identification, etc. Est-ce que les exigences réglementaires, pour ces cas, s'attendent à Voilà, alors, la cyber en Europe, on n'est pas encore les plus avancés, les meilleurs sur ce sujet. Mais dans les faits, c'est un risque comme un autre. Donc, vous devez en tenir compte dans votre surveillance. Donc, moi, je vous encouragerais plutôt, effectivement, à peut-être pas le faire de manière proactive dans un premier temps, mais effectivement, dans votre surveillance, de prévoir de comptabiliser tous les incidents d'intrusion possibles, etc., etc. La réglementation ne précise rien, en particulier sur la cyber. Elle est beaucoup plus globale. Elle vous demandera de surveiller tous les risques liés à votre produit. Donc, c'est un risque comme un autre, donc il faut le surveiller. Après, dans les normes de cyber, moi, je ne les connais pas assez, moi, personnellement, pour vous répondre sur est-ce que dans les normes de la cyber, il y a des précisions là-dessus? Je ne crois pas, mais je ne pourrais pas vous l'assurer. l'aspect proactif de la réglementation n'impose pas une vitesse de réactivité qui soit dans la journée des incidents. Forcément, là, on parle de 6 mois. Là, on parle de collecte de données proactives. On parle pas, alors, pas confondre la collecte de données de manière proactive, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je vais mettre en place pour aller chercher de la donnée, pas attendre qu'elle me vienne. C'est ce côté-là proactif. Là, ce que vous décrivez en disant comment je dois réagir à un incident, là, on est dans la vigilance, c'est autre chose. Enfin, c'est pareil, il y a des incidents de vigilance, par contre, là, il y a dans la réglementation, on vous impose des délais de réponse sur du risque. C'est vraiment les aspects de vigilance, mais c'est un gros morceau de la vigilance, j'ai fait le choix de ne pas le couvrir trop aujourd'hui. Il y a une question en ligne, du coup, le plan de SCAC, est-ce qu'il est obligatoire si on fait déjà le plan de SAC, quelle que soit la classe de l'IDM, j'imagine? Non, le plan de SCAC n'est pas obligatoire. Ok. D'ailleurs, le plan de SAC non plus dans les faits. Et on vous demande de planifier votre activité. Alors, c'est difficile de planifier. En fait, il y a ce que demande la réglementation et ce que s'attend à trouver un auditeur. C'est souvent ça le problème, c'est que l'auditeur, lui, vous allez dire, ouais, si, j'ai très bien planifié, mais si vous ne pouvez pas le prouver, donc c'est pour ça qu'on fait des plans, en fait. C'est pour prouver qu'on a bien planifié l'activité. Non, et puis le SAC peut être intégré directement dans le SCAC peut être intégré directement dans le SAC. Pas forcément, nous, il y a des dispositifs à faible risque, des classes A en particulier, certains de A, où on ne fait pas de plan de SCAC. C'est qu'un plan de SAC qui inclut le SCAC. Pas avoir du tout de plan, c'est difficile à justifier quand même. J'en ai une. Alors, c'est plutôt de l'ordre du ressenti. Je me souviens avoir assisté à une présentation sur la proactivité des données en 2021-2019. Et ça avait été pas hyper bien accueilli par l'auditoire, en fait. Et actuellement, l'écosystème, il est comment vis-à-vis de ça? Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont préparés? Est-ce qu'ils sont un peu encore dans le déni? Parce que voilà, moi j'ai eu des réactions de déni en 2021 sur ces questions-là. Est-ce que ça a évolué? Tu as des bons élèves et des mauvais élèves. Non, tu as des bons élèves. En fait, tu as des sociétés qui ont quand même réussi à comprendre qu'en fait, finalement, c'était vachement riche d'aller s'intéresser de manière plus régulière à tes clients, tes utilisateurs, tes patients. Finalement, ça remonte plein d'infos vachement intéressantes. La R&D retrouve de l'info qui l'intéresse, le marketing retrouve de l'info qui l'intéresse. Bon, le réglementaire et la qualité retrouvent les infos qui les intéressent, et eux sont toujours demandeurs de ça. Voilà, mais du coup c'est riche, quoi.
Enfin, finalement, faire de la surveillance, au-delà du côté réglementaire et de l'obligation, là, c'est vachement riche. Et du coup, limite, Il faut le voir comme ça, il y a toujours l'obligation réglementaire, mais d'abord, c'est une obligation qui a du sens. Malgré tout, on fait des dispositifs médicaux, des produits de santé, il y a des patients derrière. C'est quand même bien un peu de surveiller ce qu'on met sur le marché. Et puis, malgré tout, c'est un levier pour le marquage CE, la surveillance, parce que c'est plus facile de défendre un dossier en disant oui, oui, on a encore des zones d'ombre. On a couvert les plus gros risques, on a une idée du bénéfice globalement, mais il y a quelques zones d'ombre. D'aller chercher des données, ça permet de les combler, ces zones d'ombre. Ça rassure les organismes notifiés, ça rassure les autorités. Donc, c'est hyper positif. nous, c'est quelque chose qu'on met en place aussi pour l'aptitude de l'utilisation. On ne peut pas tout évaluer dans le process. C'est comme toi, il y a des cycles de vie qui sont dans l'ombre de l'évaluation et du coup, ils sont justifiés dans le dossier comme faisant partie de cette analyse-là, en fait. Un dossier avec une question sans réponse, c'est avoir des questions sans réponse sur la partie usage, sur la partie clinique, où il y a beaucoup de similarités entre l'évaluation de l'usabilité et l'évaluation clinique. C'est pas très grave si en fait c'est toi qui mets le doigt dessus. C'est toujours bien essayer de le défendre en justifiant en disant oui, là on a une question sans réponse, on le sait, on a prévu ça dans la surveillance pour y répondre. Ça rassure beaucoup plus que faire celui qui dit pourvu qu'il ne le voit pas, pourvu qu'il ne le voit pas, pourvu qu'il ne le voit pas. Ça en général ça marche. Et souvent il le voit. Ouais. J'ai plus une question que finalement pour aujourd'hui. Et là, actuellement, vous êtes toujours sur ces questions-là, plus en période d'accompagnement et de transition, ou c'est déjà un focus niveau N sur cette proactivité des données Alors moi, je ne saurais pas dire, puisque je ne suis pas expert, je suis commercial. Je propose qu'on pose la question à Massimiliano. Tout à l'heure, cet après-midi, on la note, on la ça marche. Et on lui posera à lui, parce que lui, il voit les dossiers. Ouais. Il va nous parler de ce qu'il attend, ce qu'on attend de notre côté dans les rapports de usability, mais on pourra en marge lui poser cette question sur le suivi après commercialisation. Qu'est-ce qui se passe côté fabricant et qu'est-ce qu'on retrouve? Et je pense que aujourd'hui, oui, on va aller chercher là-dedans parce qu'on sait pertinemment, moi c'est ma perception, on sait pertinemment qu'il reste encore des trous dans la raquette et qu'il y a du travail à. Sachant que ce que j'ai pas dit, c'est que tous les produits legacy, donc tous les produits marqués CE directives qui ont une période de transition pour passer au nouveau règlement, ils doivent appliquer ces exigences en termes de surveillance. L'article 120 dit que les produits marqués CE doivent appliquer les exigences en termes de surveillance. Donc aujourd'hui, nous, on a des retours d'évaluateurs d'auditeurs, de clients, surtout des clients qui viennent nous dire notre auditeur nous a tapé dessus là-dessus, sur des produits qui sont en cours de passage au MDR, mais où ils doivent déjà appliquer cette surveillance. Et où, effectivement, les remarques qui montent, c'est souvent le manque de proactivité sur la collecte des données. Et beaucoup de retard sur les plannings, surtout. Les fréquences. Ouais. Les fréquences de 1 an ou 2 ans. Là, au début, les fabricants ont du mal à les tenir. Il y a beaucoup de retard sur les dossiers et ils sont un peu tapés dessus. Précise, dispositif de classe 1, pour lequel on n'a pas de données similaires sur le marché, parce qu'il n'y a pas d'autres dispositifs similaires qui existent. En termes de données proactives qu'on va aller chercher, plutôt au niveau des utilisateurs, des patients, est-ce qu'on doit justifier d'une fréquence des questionnaires qu'on va envoyer aux utilisateurs? Est-ce qu'on doit s'imposer de le faire régulièrement parce qu'il n'y a pas de données similaires? Et quelle fréquence serait adéquate? Je connais votre produit, mais il n'y a pas de similaire. Donc, il n'y a pas de similaire, il n'y a pas de similaire. On ne va pas inventer des choses qui n'existent pas. En plus, votre produit, c'est intéressant. Alors, moi, je trouve qu'effectivement, sur un produit comme le vôtre, l'enquête de satisfaction des utilisateurs, c'est vachement intéressant comme données proactives. Ça vous donne, en plus, vous êtes sur un classe 1, pas non plus faire des trucs hyper compliqués, mais ça vous permet d'être proactif quand même, d'avoir des enquêtes de satisfaction client, de faire remonter le retour d'information. Pour moi, c'est déjà pas mal. Après, la fréquence, il faut la définir. Après, ça dépend aussi qu'il faut la caler sur les volumes de vente. Si vous en vendez 10 par an, bon, déjà de faire tous les ans, ça va être déjà. Si vous en vendez 10 par an, si on peut faire tous les 6 mois, un an, c'est intéressant. C'est pas là, ça peut être les étudiants, on peut faire les 2 ans, c'est pas déconnant, il faut regarder par rapport à votre fréquence. Ça, c'est cohérent. C'est une question. C'est dans le cas où on a un ou des produits, on a plusieurs remontées. En fait, dans le cas de vigilance ou dans la compliance, on ne peut pas statuer sur où est la faute.
Souvent, moi, le SLAM, il y en a un on ne peut pas exclure que c'est lié à l'utilisation du produit. On ne sait pas vraiment ce qu'on a déjà fait d'un peu de notre côté. Je classe un peu par défaut dans cette case par juste sur l'usability. Du coup, pour l'analyse des données, en fait, on n'est pas vraiment sûr de la liste, on essaie de la rattacher comme on peut. On cherche l'analyse derrière, ça me pose un peu de problème parce que je sais qu'il y a des cas où ça n'a absolument pas lié à ça, où ça vient de part et il n'y a pas trop peu de détails pour juger. Et comment on peut faire dans ce cas-là? On doit faire une donnée qui est très. Après, quand vous avez un cas sur un incident ou une problématique rencontrée, si vous avez un cas, vous avez le droit de pas savoir statuer. Vous avez le droit, en fait, il faut que ce soit transparent dans votre rapport, de dire, bah voilà nos pistes de réflexion. Pour l'instant, on a eu un cas isolé. On pense que ça peut venir ou de là, mais on ne peut pas conclure réellement. Attendez, voilà, vous le laissez comme ça, en fait. Vous concluez comme ça en disant, voilà nos hypothèses, mais on ne sait pas conclure. Donc, ça va être effectivement difficile de mettre en place des actions. Voilà. Toujours quand même essayer de se dire comment on peut essayer quand même parce que si vous ne pouvez pas agir sur la cause parce que vous ne la connaissez pas, vous pouvez essayer d'agir sur la conséquence. Même dans vos actions correctives et préventives, même si vous n'avez pas identifié la cause, essayez toujours de trouver des actions correctives ou préventives, à défaut de résoudre le problème de la cause, de résoudre le problème de la conséquence. Ça, c'est une solution. Et après, la deuxième solution, c'est de dire que ça reste un cas isolé. Pour l'instant, on en tient compte dans notre analyse des risques. Et en fait, on attend, s'il y a d'autres cas qui se présentent, on arrivera peut-être en regroupant les informations à mieux définir la cause. Mais on ne pourra pas vous blâmer de ne pas pouvoir. Si vous voulez, vous avez une élan. Vous devez investiguer. Ça, c'est votre obligation. Vous devez investiguer, rechercher les causes. De toute façon, ça s'est inscrit dans votre système qualité. Et si vous avez fait tous les moyens tous les moyens que vous avez en œuvre pour pouvoir essayer de trouver la code et vous ne la trouvez pas, vous ne la trouvez pas. Quoi. Et soyez transparent.